Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons Le Dormeur du Val, extrait des Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, sous la forme d'une lecture linéaire toujours, en complément du poème Le Mal que nous avons vu précédemment. Un rappel de quelques figures de style suivra la lecture. Le poème Le Dormeur du Val appartient au premier recueil d'Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai, qui réunit 22 poèmes de jeunesse et publié seulement en 1919. En 1870, Rimbaud a 16 ans et fugue de manière répétée. C'est aussi en été 1870 que l'armée prussienne envahit le territoire français, dans les Ardennes, non loin de Charleville, où réside le jeune poète. Dans ce poème, il adopte une stratégie argumentative indirecte subtile pour dénoncer l'horreur de la guerre. Il est question d'un jeune soldat que l'on découvre dans un cadre idyllique. Il semble dormir, enveloppé par une lumière douce au sein d'une nature florissante. Mais la chute conduit le lecteur vers une réalité brutale. Le soldat est en fait mort, tué par balle. Le projet de lecture consistera à montrer comment le poète, à travers un tableau impressionniste composé par touches lumineuses, délicates et pudiques, révèle progressivement une réalité affreuse et révoltante. Dans ce sonnet, chaque strophe introduit par touches successives des indices menant à la révélation finale. Le premier quatrain présente un cadre naturel féerique, le second quatrain fait apparaître le personnage du jeune soldat. Le premier tercet évoque une sieste étrange, avant que l'on découvre dans le dernier la mort du jeune soldat, chute invitant à une relecture du poème. Procédons maintenant à la lecture du texte. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai, 1871. Le titre, assez énigmatique, il contient déjà la clé du poème, sans que le lecteur puisse l'appréhender à la première lecture. En effet, dormeur peut aussi se lire comme l'association des 2 verbes. Il dort, il meurt. Le poème s'ouvre avec une tournure présentative, c'est, invitant à contempler un tableau, celui d'une nature renaissante, vivante, en fête et luxuriante. Le champ lexical de la nature, printanière ou estivale, est omniprésent. La rivière est personnifiée, elle chante, accrochant follement, ainsi que la montagne, fière. L'évocation de ce paysage animé éveille tous nos sens dans un jeu synesthésique. L'ouïe, le toucher, l'odorat et surtout la vue. Baigné de lumière, ce Val d'un vert intense apparaît comme un lieu irréel, paradisiaque. Les assonances en nasal renforcent également la douceur de l'évocation. Les 2 rejets au vers 3 et 4 des mots d'argent et lui, la place de rayon en fin de vers 4, permettent d'insister sur cette luminosité presque aveuglante. Tel un tableau impressionniste, ce paysage immerge le lecteur dans un univers apaisant, bucolique et onirique. Néanmoins, si la nature est dépeinte dans une parfaite harmonie, quelques détails perturbent l'équilibre du tableau. À commencer par les rejets, qui brisent l'harmonie rythmique des vers 3 et 4, cassant les 2 premiers hémistiches. Autre fausse note, la mention du trou, mot inattendu, qui par connotation peut renvoyer à l'idée d'une tombe, et qui fera écho, en définitive, avec les 2 trous rouges du vers 14. Le mot haillon revêt aussi généralement une connotation péjorative, et sa présence, quoique réussie dans la métaphore haillon d'argent, n'efface pas entièrement la dénotation habituelle de vêtements en lambeaux. Enfin, la métaphore finale, un petit Val qui mousse de rayons, permet de réunir de nouveau le monde végétal et la lumière céleste dans une image douce et cosmique. À la 2e strophe apparaît un jeune soldat, désigné par l'indéfini un, qui permet d'universaliser le propos. Il est décrit dans une posture sereine, apaisée, béate, bouche ouverte, tête nue, dans un rythme ternaire harmonieux. On apprend qu'il dort, le verbe étant rejeté au vers 7, comme dans un lit d'herbe au vers 8. Le lecteur n'en est pas surpris, tout se prête à la quiétude, la fraîcheur, les couleurs froides connotant la spiritualité et la sérénité, l'élément liquide, baignant, pleu, agissent comme une douce caresse sur le corps du jeune homme. Dans ce poème sont évoquées les parties les plus sensuelles ou délicates du corps,
la bouche ouverte, la tête nue, la nuque, les pieds, la narine, la main sur la poitrine un peu plus loin. Tous les éléments naturels, l'eau, la terre, l'air et le feu fusionnent. Le val mousse, baignant dans le frais cresson bleu, la lumière pleut. Cependant, de nouveaux indices ambivalents continuent de troubler notre interprétation. La bouche ouverte pourrait-elle être celle d'un cadavre ? De même, l'adjectif pâle, mis en relief en tête de verre, suggère davantage que son teint est livide, plus que lumineux. Est-il malade ou mort ? L'adjectif pâle, mis en résonance avec la couleur bleue, contribue à générer la sensation de froideur, qui envahit progressivement le poème. L'immobilité du personnage qui dort, répétée 3 fois dans les strophes 2 et 3, contraste également avec le mouvement perpétuel de la nature, à travers l'image du courant d'eau notamment. Ainsi, l'apparition de ce jeune soldat crée un contraste troublant dans ce paysage, comme si sa présence perturbait l'ordre harmonieux de la nature. Le premier tercet semble indiquer que le soldat dort effectivement. Le verbe dort est répété, on mentionne qu'il fait un somme au vers 10, mais les indices annonciateurs de la chute se multiplient. Il a les pieds dans les glaïeuls, fleurs que l'on dépose habituellement sur les tombes et dont la couleur rouge et l'étymologie, gladius, signifiant le glaive, introduisent une connotation morbide. En outre, son sourire semble anormal. La comparaison, souriant comme sourirait un enfant malade, nous réoriente vers l'hypothèse de la maladie. L'enjambement et la répétition du verbe sourire traduisent une fixité de ce sourire qui semble crispé, figé, dans le même sens, comme rime avec somme, suggérant que ce sommeil n'en serait pas véritablement un. Ferait-il semblant de dormir ? La jeunesse de ce soldat est sans cesse rappelée. Ici, la nature est aussi et toujours chez Rimbaud une divinité. Elle incarne la mère protectrice qui berce l'enfant, invoquée ici comme dans un appel à l'aide ou à la résurrection. L'emploi du conditionnel sourirait réintroduit l'incertitude, et le rythme haché en 4x3 du vers 11 brise l'harmonie, mimant peut-être le grelottement de l'enfant fiévreux. Néanmoins, l'antithèse, chaudement il a froid, peut connoter un état fébrile, mais aussi la mort. Dans la mesure où la nature représentait la vie perpétuelle, par antithèse, c'est l'hypothèse de la mort qui reprendrait le dessus. Dans le second tercet, le poème continue de préparer la chute finale en commençant par une litote au vers 12. La seule négation du poème évoque que le soldat ne respire plus. Les allitérations en feu et en se reproduisent le son du vent, qui ne semble produire aucun effet sur ce corps inerte. Aucun souffle ne sort de ses narines. L'atmosphère devient aseptisée, le champ lexical de la nature s'est progressivement effacé pour laisser place au seul aspect visuel de la scène. Le soldat dort dans le soleil, et malgré toute la lumière et la chaleur que la nature transmet à son corps, il a toujours froid. Il n'y a plus aucun doute. La répétition du verbe dormir au vers 13 ne nous convainc plus. Le rejet de l'adjectif apposé, tranquille, ne permet pas de dire s'il renvoie au soldat ou à la poitrine, devenu parfaitement immobile. Le point après l'adjectif marque aussi un temps d'arrêt brutal. Pour finir, l'euphémisme « il a 2 trous rouges » au côté droit révèle la blessure par balle. Les 2 trous rouges font écho avec le trou de verdure initial. La couleur rouge produit un dernier contraste avec la couleur et la lumière de la végétation. Le sang versé apparaît comme une tache criante dans ce décor intensément vert. Le lecteur est ainsi laissé brutalement seul face à ce constat pathétique, tragique, l'horreur d'une mort infligée par la guerre à un soldat encore enfant. En conclusion, ce poème revêt la forme d'un tableau où la lumière et le mouvement nous font suivre une ligne descendante. Le regard suit un fil parti du ciel pour se concentrer sur un corps pudiquement évoqué par des détails subtils. Enterré, enveloppé dans le cercueil de la nature, le jeune soldat gît, parfaitement à l'horizontale, perpendiculairement à la première ligne verticale, achevant de construire la croix du martyr. La mort de ce soldat anonyme est évoquée de manière sous-jacente, avec pudeur, mais elle surgit aussi brutalement, comme une aberration contre nature. La guerre est une aliénation, et sa dénonciation sera poursuivie de manière plus crue et polémique dans le poème « Le mal ». Je saisis à présent l'occasion, suite à l'explication de ce texte, pour vous rappeler quelques figures de style. D'abord, les figures d'image, la comparaison. Exemple, souriant comme sourirait un enfant malade. Le mot outil de comparaison comme permet de rapprocher le comparé et le comparant.
La métaphore ensuite, qui permet aussi de rapprocher deux éléments en les assimilant directement, sans outil de comparaison. Danson l'hiver, par exemple, associe directement l'herbe et le lit. La personnification, qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à un inanimé. La rivière est capable de chanter et la montagne est fière. Ensuite, des figures d'opposition. Ici uniquement l'antithèse, chaudement s'opposer lexicalement au froid. Ensuite, les figures d'atténuation. Nous avions un euphémisme. Il a 2 trous rouges au côté droit pour signifier qu'il avait reçu 2 balles. La litote, qui est une fausse figure d'atténuation. En réalité, ici, c'est une exagération. Les parfums ne font pas frissonner sa narine est une manière de renforcer l'idée qu'il ne respire plus. On utilise dans ce cas toujours une négation. Ensuite, des procédés qui sont fréquents en poésie, les jeux sur les sonorités, qui contribuent à créer une harmonie imitative, l'allitération, qui consiste en une répétition de son consonne, les parfums ne font pas frissonner sa narine, et l'assonance, qui consiste à répéter des sons voyelles, accrochant follement